L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Situation toujours instable en République centrafricaine. Michel Djotodia, qui s'est autoproclamé président, a tenu son premier discours ce lundi. Quant à François Bozizé, il aurait trouvé refuge au Cameroun. Première tournée africaine du nouveau président chinois avant l'Afrique du Sud et le Congo-Brazzaville. Xi Jinping a fait une escale à Dar es Salaam en Tanzanie. L'Afrique du Sud prête pour accueillir le sommet annuel des BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud demain mardi. Ce 5e sommet des pays émergents est un enjeu à la fois économique et politique pour la nation arc-en-ciel. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Bonsoir. Situation toujours instable en République centrafricaine. 24 heures après le coup de force de la coalition Seleka, on parle de pillage, d'anarchie dans les rues de Bangui, la capitale. Le chef de la Seleka, Michel Djotodia, qui s'est autoproclamé président, a tenu son premier discours cet après-midi à Bangui. Il a dissous la constitution et le gouvernement a reconduit le premier ministre Nicolas Tchangaï et annoncé un couvre-feu. Quant à François Bozizé, il aurait trouvé refuge dans une petite ville camerounaise. Les rebelles du Seleka entrent dans le palais présidentiel. Premières images de Bangui depuis le coup d'État de dimanche. Alors qu'au loin, les bruits de tir résonnent encore. Difficile de dire où en est aujourd'hui la Centrafrique, même si l'on sait désormais où appuie son président déchu. François Bozizé a trouvé refuge au Cameroun et selon le communiqué de la présidence camerounaise, serait dans l'attente d'un départ vers un autre pays d'accueil. Les Centrafricains attendent désormais une déclaration officielle du chef des rebelles de la Seleka et autoproclamé président Michel Djotodia. Ce dernier dit vouloir respecter les accords de paix signés en janvier à Libreville et conserver une partie de l'équipe au pouvoir. Nous resterons toujours dans l'esprit de Libreville. Avec Nicolas Tchangaï comme Premier ministre? Tout à fait. Je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes, avec le concours de tout le monde. En attendant, la priorité sera de rétablir l'ordre dans les pays et dans la capitale, qui serait toujours en proie au pillage. De son côté, la France a déployé 300 de ses hommes depuis le Gabon pour assurer la sécurité de ses ressortissants, mais Paris refuse de reconnaître le nouveau pouvoir. Pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir légitime là-bas. Alors, on espère qu'il va y avoir un gouvernement d'union nationale. L'Union africaine a quant à elle suspendu la Centrafrique de ses instances et imposé des sanctions à 7 des membres de la Seleka. Dans des combats lors de la prise de Bangui, au moins 13 militaires de la force sud-africaine qui avaient été déployés en Centrafrique ont été tués et 27 autres blessés. Après plusieurs tentatives anéanties par la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC, la coalition de la Seleka est finalement venue à bout du régime du président François Bozizé. Le désormais ex-président s'en voudra pour ne pas avoir respecté différents accords et engagements pris avec l'opposition. Sékou Tangara. Arrivé triomphalement au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'État, François Bozizé s'en va 10 ans plus tard, mais sur la pointe des pieds. Une sortie par la petite porte dont il se sera lui-même rendu coupable en se détachant des nombreux engagements et accords avec l'opposition politico-militaire sous l'égide des communautés sous-régionales et internationales. Rappelez-vous, en 2007, seulement 4 ans après avoir chassé du pouvoir le démocratiquement élu Ange Félix Patassé, Bozizé peine à stabiliser le pays. Il fait alors face à une fronde aussi bien militaire que civile et pour arranger la situation, la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC joue le grand jeu et parvient à travers les accords de Libreville à une entente entre les différentes parties. Le document signé dans la capitale gabonaise était une bréviaire pour non seulement résoudre l'impasse que connaissait le pays, mais aussi le sortir définitivement du cycle infernal des coups d'État.
L'ouverture d'un cadre de concertation avec l'opposition, l'accentuation du développement à la base, la résolution des questions de grade et d'avancement au sein de l'armée, la mise au devant d'une nation centrafricaine sont des recommandations jusque-là restées lettres mortes. Pire, le pouvoir à Bangui se radicalise et se renferme autour des seuls proches du président Bozizé. Et arriva ce qui devait arriver, la coalition de la Seleka, un mouvement assez disparate, réunissant tous les dessus du système Bozizé, aussi bien militaire que politique. Fin 2012, la Seleka est aux portes de Bangui. François Bozizé ne devra le salut qu'au chef d'État de la CEAC, qui lui accordera une dernière chance à la faveur d'un sommet extraordinaire tenu à Libreville et sanctionné par de nouvelles recommandations. Même là aussi, Bozizé traînera les pieds dans l'application et là d'avoir été constamment berné, la Seleka donnera le coup fatal ce dimanche 24 mars, non sans l'approbation des pays voisins, le Tchad en l'occurrence d'où était parti en 2003 la rébellion qui porta Bozizé à la tête de la République centrafricaine. Alors, que pense l'opposition politique centrafricaine? Nous avons pu joindre en Paris, en ligne de Paris où il se trouve actuellement, l'ancien Premier ministre et président du Mouvement de libération du peuple centrafricain, M. Martin Ziguélé. Martin Ziguélé, bonsoir. Bonsoir. Alors, lors de la première offensive de la coalition Seleka, vous étiez de ceux qui avaient déclaré clairement que toute prise de pouvoir par les armes en République centrafricaine est révolue. Aujourd'hui, la coalition Seleka est maître de Bangui. Cela va changer votre position? Mais notre appréciation de la situation n'a pas changé. Nous sommes un parti politique démocratique. Nous sommes des républicains, nous ne prévoyons pas dans notre démarche politique la prise de pouvoir par la force, mais c'est pour ça justement qu'il y a eu des négociations à Libreville pour entrer dans un processus de paix, et la responsabilité entière de l'échec du processus de paix est incombe à l'ancien président François Bozizé. Mais comment envisagez-vous l'après Bozizé aujourd'hui? Mais tout est écrit dans l'accord de paix de Libreville, dans l'accord politique de Libreville, tout est prévu. Il y a les axes du mandat du gouvernement du Union national de transition, à savoir le rétablissement de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie, les réformes de justice, etc. Donc tout est écrit. Maintenant, il faut s'asseoir et exécuter ce qui a été écrit pour arriver à des élections, arriver à la paix et déboucher sur un gouvernement légitime. Le nouvel homme fort de Bangui, Michel Diotodia, a promis des élections dans 3 ans. Cette longue période de transition vous paraît-elle raisonnable? Il a dit qu'il va organiser des élections d'ici 3 ans. Donc c'est un espace, c'est un temps, c'est un délai, c'est une indication, c'est une norme maximale qu'il a indiquée. Donc les élections s'organiseront le plus tôt possible avec les conditions de crédibilité et de transparence nécessaires. Monsieur Martin Ziguélé, accepteriez-vous un poste ministériel dans un nouveau gouvernement d'union nationale en Centrafrique? Non, c'est un titre personnel, non. Mais mon parti participe déjà au gouvernement d'union nationale que dirige le ministre Sangaï. Monsieur Martin Ziguélé, merci d'avoir été avec nous en direct de Paris et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà autre titre de l'actualité de ce lundi. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Un enjeu stratégique pour Pékin. Le nouveau président chinois l'a bien compris. Xi Jinping a réservé son premier voyage officiel à ses partenaires africains. Avant l'Afrique du Sud et le Congo-Brazzaville, il a fait une escale à Dar es Salaam en Tanzanie. Un accueil en grande pompe, au rythme des danses traditionnelles. La visite du président chinois n'est pas passée inaperçue en Tanzanie. Pas moins de 16 accords ont été signés. Des réhabilitations d'infrastructures portuaires et hospitalières. Au Centre international de conférence Julius Nyerere, construit par la Chine, Xi Jinping a inauguré les lieux en rappelant son amitié sincère, fondée sur une relation d'égal à égal, des relations qui vont se renforcer jour après jour. Aujourd'hui, les liens entre l'Afrique et la Chine entrent dans une voie d'accélération grâce à nos efforts conjoints. Les deux parties ont établi un forum de coopération, lancé un nouveau partenariat stratégique
et affiche aujourd'hui des réussites significatives dans différents domaines. Le président chinois a invité le reste du monde à en faire autant avec l'Afrique, mais dans le respect de l'indépendance et de la dignité du continent. Nous serons toujours guidés par notre propre jugement, basé sur les intérêts de la Tanzanie. Je dis cela pour vous assurer, Votre Excellence, que la Tanzanie va continuer à travailler étroitement avec la Chine de manière bilatérale et multilatérale, dans la poursuite d'un développement national et global et dans l'intérêt mutuel. L'une des plus belles illustrations de cette coopération réussie date des années 70 déjà. Un vaste chantier, la ligne de chemin de fer qui relie la Tanzanie et la Zambie. En 2012, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique se sont élevés à 200 milliards de dollars, faisant de la Chine le premier partenaire commercial du continent. Investissement massif aussi de la Chine dans le pétrole, les cultures, la construction de routes, de barrages. Dès aujourd'hui, Xi Jinping va s'envoler pour l'Afrique du Sud pour participer au 5e sommet des grandes puissances émergentes des BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Justement, parlant de ce sommet des BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde, l'Afrique du Sud, un pays qui fait figure de poids plume face à ses partenaires, mais ce 5e sommet des puissances émergentes est un enjeu à la fois économique et politique pour Pretoria. La Chine, deuxième puissance économique du monde, et pour elle, l'Afrique est stratégique. Une terre d'opportunités et un vivier de matières premières. Les grands groupes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Cliff Lee est venu de Taïwan il y a 30 ans pour ouvrir un commerce de produits chinois à Johannesburg. La plupart des expatriés chinois viennent en Afrique pour faire affaire. Ils y recherchent un marché parce que la plupart des produits chinois sont de basse qualité. De la construction de routes en Zambie jusqu'à des villes entières en Angola, rien que l'année dernière, ce sont 200 milliards de dollars qui ont été investis dans le continent. Pour se rapprocher de l'Empire du Milieu, le président sud-africain a réussi à inviter son pays dans le groupe des BRICS, même si l'économie sud-africaine est un poids léger face aux autres membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine. Il n'est pas vraiment question d'essayer de se mettre en compétition avec des économies comme la Chine ou l'Inde. Non, ce que nous cherchons, c'est développer des partenariats avec les compagnies sud-africaines. Les Sud-Africains ne représentent que 2,6% de la richesse produite par le groupe des BRICS. Pretoria, qui accueille leur sommet cette année, espère un coup de pouce de ses partenaires avec la création d'une banque de développement. Voyons à présent un tour d'Afrique en bref et en images. Au menu, le Togo et la Somalie. C'est une compilation signée Mahmoud Kabadiakiti. L'Afrique en tête de la mortalité sur les routes. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, le continent détient le record du nombre de morts dans des accidents de la circulation. En cause, un manque de volonté politique en matière d'infrastructure et de prévention. Toutes les heures, 26 personnes meurent en Afrique des suites d'un accident de la circulation. Une journaliste somalienne travaillant pour une radio locale a été assassinée dimanche soir à Mogadiscio par 2 hommes qui ont ouvert le feu sur elle, ont annoncé lundi son patron et des témoins. Ramo Abdoukadir, journaliste de Radio Abdouak, station située dans le centre de la Somalie, est le 2e journaliste somalien tué par balle depuis le début de l'année. Un 3e est décédé en mars dans un attentat suicide. Le principal marché de Lomé et celui de Kara ont été ravagés en janvier dernier par des incendies qui n'avaient pas fait de victimes. Le gouvernement togolais avait qualifié ces incendies d'actes criminels et ouvert une enquête. Plusieurs hommes politiques d'opposition ont été mis en cause et inculpés, mais au fil de l'enquête, des surprises et des revirements se font jour. Et le présumé auteur de l'exécution des incendies vient de faire un revirement surprenant.
Au Kenya, la Cour suprême a ordonné le recomptage des bulletins dans 22 des quelques 32 000 bureaux de vote du pays, conséquence d'un recours déposé sur la validité de la présidentielle du 4 mars dernier. La Cour suprême kenyane a jusqu'à samedi prochain pour se prononcer. Voilà un an jour pour jour que Macky Sall accède à la magistrature suprême. Que pensent alors les Sénégalais de cette première année d'exercice de leur président? Nos reporters à Dakar, Lustina Séan et Pendambaye se sont intéressés à la question. Écoutez quelques réactions. Disons que tout juste l'espoir fait vivre. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, surtout le problème de l'électricité qui se pose. Mais je pense que dans certains domaines, le président a aussi fait des avancées, notamment peut-être dans le recrutement de certains agents au niveau de la fonction publique. C'est peu 5500, mais je pense que c'est un début. Il nous a appris beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Bon, on est là, la vie elle est devenue plus chère encore. Bon, ce n'est plus comme avant, quoi. Maintenant, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Je pense que c'est un bilan d'une manière générale positif. Parce qu'une année, il a trouvé une situation extrêmement difficile. Bon, pour essayer de redresser ça, ça va prendre du temps. Mais quand même, il est sur la bonne voie. C'est un bilan, on va dire, mitigé. Parce que l'essentiel, on n'a pas mis l'accent sur l'essentiel au départ de sa gouvernance, on va dire. Et donc, moi personnellement, je lui laisse encore le temps, parce qu'à son prédécesseur, on a quand même eu à lui dire à chaque fois, laissez-le travailler sur 3 années successives. Pour moi, petit à petit, ça viendra, parce qu'il a commencé à poser des jalons, la réduction de l'impôt, tout ça. Et nous, en tant que travailleurs, on a un peu senti ça, puisqu'il ne peut pas diminuer le prix des denrées de première nécessité. Il a trouvé la solution de quand même donner aux populations l'argent pour pouvoir au moins acquérir ces denrées-là. La page culture de ce journal, ouvert le 22 mars dernier, le Salon du Livre de Paris a fermé ses portes ce lundi. Plusieurs auteurs africains y prennent part. Pour en parler, nous avons à l'île de Paris la célèbre romancière intellectuelle camerounaise Calix Béala, Grand Prix du roman de l'Académie française en 1996. Calix Béala, bonsoir. Bonsoir. Quelle est aujourd'hui la place du livre africain dans ce foisonnement de la création littéraire intellectuelle? Le livre africain, en tant que tel, je n'ai pas vu une grande évolution de sa place dans la société française. Personnellement, au bout de, je crois, près de 25 ans de carrière quand même, je n'ai pas vu arriver beaucoup de nouveaux auteurs, j'ai pas vu arriver beaucoup de nouveaux romans, de nouveaux styles, j'ai rien vu, peut-être que j'ai dû louper quelque chose. Je pense que les Africains écrivent beaucoup plus, je dirais, des essais que, par exemple, du roman. On a beaucoup parlé ces dernières années du développement du livre numérique qui est en train de ravir la vedette au livre ordinaire. Est-ce que, selon vous, Calix Béala, le livre papier a encore de l'avenir? Ah ouais, le livre papier aura toujours de l'avenir. Lire un truc sur Internet, je veux dire un truc, c'est pas lire un livre. Et un écran de télé, appelons ça comme cela se doit, ne peut pas remplacer la joie et cette espèce de passion, de plaisir, du merveilleux qu'on a quand on feuillette un livre, quand on tourne des pages. Et je pense que non, si le livre Internet devait remplacer le livre en tant que tel, il y aurait longtemps que ça serait fait. Maintenant que la vente des livres soit différente qu'aujourd'hui, avec Internet, oui, c'est-à-dire que les gens vont commander leurs livres à travers des sites Internet et autres, parce qu'ils ne vont pas se déplacer forcément en librairie. En même temps, ça permet une plus grande démocratisation du livre, c'est-à-dire un accès plus important par rapport aux gens qui n'ont pas forcément de librairies dans leur pays. Il y a encore des pays où il n'y a pas beaucoup de librairies, notamment en Afrique.
Donc ça permet aux gens qui en ont vraiment envie d'avoir accès aux livres et notamment aux romans. Et il est désolant que les Africains ne lisent pas beaucoup de romans parce que le roman permet aux enfants de développer l'ingéniosité, qui permet la créativité, peut-être même en tant qu'ingénieur, autre chose. Jules Verne a inventé le sous-marin avant tout le monde. D'accord? Le monde occidental n'a eu qu'à s'inspirer des sous-marins d'une certaine façon de Jules Verne. Calix Béala, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à bientôt. Ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.